Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. À Bamako, ça roule bien, la libération des voies publiques, une décision des autorités nationales qui est saluée par les usagers de la route. Le but de l'opération, vous le savez, est de faire de la capitale malienne où il fait bon vivre. On travaille actuellement au recasement des commerçants déguerpis. Le constat sur le terrain avec Ibrahim Traoré et Adama Kamara. Dabani, cette voie est fréquentée de la capitale malienne, connue pour son embouteillage chronique et son anarchie. Ce désordre est désormais un triste souvenir pour les Bamakois. Depuis quelques jours, voici l'image qu'affiche Dabanani. Oui, ça respire et ça roule désormais ici sans problème. Ce sont des bulldozers qui sont passés par là et ont quasiment tout rasé pour céder le passage aux usagers de la circulation. Une décision des autorités nationales qui vise à fluidifier la circulation, mais aussi et surtout à sécuriser les populations. L'initiative est saluée. Cette libération a été une très bonne initiative, dans la mesure où on peut circuler très facilement sans avoir des bousculades et puis des embouteillages et tout comme ça. Ça facilitait pas seulement notre travail, mais la mobilité à ce niveau aussi. Parce que les usagers peuvent confirmer. Nous aussi, on a été allégés dans notre tâche. Parce qu'on n'a pas été fatigués comme auparavant. Parce que les véhicules circulent librement. Il n'y a pas d'encombrement sur la voie qui pouvait amener le ralentissement. On était fatigués. On pouvait faire 30 minutes, 45 minutes sur cette petite portion. Là, vraiment, ça a été une bonne chose. Les autorités ont pris une décision très courageuse. Vraiment, ça a été une bonne chose. Pour l'instant, cette opération de libération des voies publiques n'a concerné que 3 artères sur 8 prévues dans le district de Bamako. Plus d'1 millier de commerçants détaillants sont touchés par cette première action. Le suivi de la mesure est encouragé. Parce qu'il ne s'agit pas de poser un acte sanitaire, je dis bien. Maintenant, il s'agit une chose est de poser, une autre est de vraiment de suivre vraiment pour que les gens ne puissent pas encore revenir. Parce que s'ils laissent comme ça, je suis sûr que demain ou après-demain, les gens vont revenir et le travail qui a été vraiment abattu ne sera pas un travail à hauteur de souhait. Il y a le gouvernement qui a exceptionnellement mis à notre disposition pour vraiment pérenniser cette opération les forces de l'ordre pour 3 mois dans un premier temps qui vont sillonner à travers des brigades mobiles pour vraiment voir qu'effectivement ce qu'on a mis en place va demeurer et qu'on ne retombe plus dans la situation qu'on a connue dans le temps. Le débat porte actuellement sur le recasement des déguerpis. Au ministère du Commerce, le premier responsable multiplie les discussions avec tous les leaders des commerçants pour gérer rapidement cette situation. Dans la foulée, des commissions mises en place travaillent d'arrache-pied pour mener à bien cette opération. Nous allons travailler en profondeur justement avec les riverains, notamment les propriétaires de boutiques, pour identifier les places réellement possibles qui ne gênent pas leur commerce, qui ne gênent pas les piétons pour lesquels tout ce travail est en train d'être fait pour assurer leur déplacement. On cherche à être recasés. Après eux, ils sont venus tracer au milieu, qui vont donner ça à ceux qui sont sur le territoire. Jusqu'à actuellement, ça fait combien de 3 jours, on est assis là. Nous demandons à l'État vraiment d'intervenir en facilitant l'accès à ces magasins-là. Les moyens sont suffisamment limités pour pouvoir prendre ces places-là. Quelqu'un qui n'a pas 1 million de francs comme fonds de commerce, quand on va lui demander à cette personne de donner 2 ou 3 millions comme caution pour pouvoir s'installer dans une place, mais c'est la mort dans l'âme. Qu'ils soient rassurés, que la mairie est avec eux. Nous allons nous battre ensemble pour que tous ceux qui ont été déplacés puissent être installés dans le futur. Actuellement, comme place disponible, nous avons à peu près 1 millier. Donc les 600 autres là, nous allons tout faire pour qu'ils puissent aussi être recasés. Une vaste campagne d'information est en cours pour sensibiliser davantage tous les acteurs impliqués dans ce processus. Et très vite, la libération de ces voies publiques devra permettre à Bamako d'afficher un visage nouveau et de faire de la capitale malienne une belle ville où il fait simplement bon vivre.
Sur un tout autre registre, le district sanitaire de Koutiala va s'agrandir les jours à venir avec la construction d'un nouvel établissement sanitaire. La première pierre du centre de santé Chérifla de la localité vient d'être posée par le guide spirituel des Ansar dans la commune de Sinsina, cercle de Koutiala, dans le cadre de la fête du 8 mars. La réalisation du centre va coûter 60 millions de francs CFA, envoyé spécial à Gali Agagissa. Mobilisation des grands jours. Le jeu envalait la chandelle. Plusieurs centaines de personnes assistaient au lancement des travaux de construction du centre de santé Chirfila dans la commune de Saint-Sénat, cercle de Koutiala. Le futur bâtiment à 2 niveaux devra comprendre, entre autres, un bureau pour les médecins, une salle d'hospitalisation. Le site, qui couvre une superficie de 2 hectares 760 mètres carrés, a coûté 4 250 000 francs CFA à la Fédération Ansardine internationale. Le choix de la ville de Koutiala n'a rien de hasard. Koutiala est peuplé, il y a beaucoup de monde à Koutiala ici, c'est à cause de ça qu'on a choisi Koutiala. Mais peut-être demain ou après-demain, on va choisir aussi Sigasso Oukai, on va construire ça en 60 millions, Inch'Allah. La pose de la première pierre du futur établissement sanitaire de Koutiala intervient 5 ans après la construction du premier centre de santé Chirfila à Bamako. Et cette initiative de la Fédération Ansardine internationale cadre bien avec les objectifs du gouvernement en matière de développement. L'acte d'Ansardine est l'expression de cette vision qu'on aurait souhaité désormais voir de la religion, de l'islam. Et la double symbolique, c'est d'abord le fait que désormais nos religieux, nos structures associatives religieuses posent des actes concrets au bénéfice des croyants. C'est une œuvre que les autorités doivent encourager, parce que chacun doit prendre un peu de lui-même pour contribuer à l'édifice de construction nationale. Faire un centre de santé, c'est construire le pays. Plusieurs leaders religieux et d'autres personnalités ont pris part à cette cérémonie. Toujours dans le même registre, la santé, gros cadeau du 8 mars à la commune de Zantiebougou, l'UNICEF et le ministère de l'Éducation nationale ont lancé un projet d'appui à la survie et au développement de l'enfant. 125 millions de francs CFA seront investis dans la localité, dans le centre de développement de la petite enfance pour préparer les enfants à aborder leur éducation primaire étant bien nourris et en bonne forme. Envoyés spéciaux à Zantiebougou, Brema Koulibaly, Kiesséa, Emmanuel Dambélé. Le projet d'appui à la survie et au développement du jeune enfant, c'est 125 millions de francs CFA à investir dans la commune de Zantiebougou. Il vise les enfants de 0 à 5 ans, principal souci du bailleur qu'est l'UNICEF et de l'exécutant Born Fonden. Avec les centres de développement de la petite enfance CDPE, les enfants de la commune auront accès aux meilleurs services leur permettant d'être éveillés en perspective de leur éducation primaire. Les avantages liés à l'éducation préscolaire sont l'une des sources de motivation. Les enfants préscolaires développent de meilleures capacités en alphabétisation et chiffres. À l'école primaire, il apprend mieux que les autres. Il redouble moins ou pas du tout à l'école primaire. Mais les enfants seront également suivis du point de vue nutrition. Les mères éducatrices qui s'en occuperont feront également des démonstrations culinaires. Elles apprendront aux mamans à stimuler à temps les capacités cognitives de leurs enfants. Un investissement dans le développement holistique de l'enfant. Intervenir dans le développement de la petite enfance, c'est stimuler le développement cognitif, linguistique, social, émotionnel et physique du jeune enfant. C'est obtenir des taux de rentabilité plus élevés que ceux offerts plus tard dans les programmes de l'enseignement primaire. Les centres de développement de la petite enfance seront communautaires pour pérenniser l'investissement. C'est pourquoi les structures techniques locales seront impliquées à travers des organes de gestion et les mères éducatrices. Les mères recevront des séances d'éducation parentale, aussi bien dans les centres CDPE que dans les sites, les 24 autres sites, et des apprentissages en préparation des aliments nutritionnels à base des denrées alimentaires locaux. Il sera administré aussi aux enfants découverts et malnutris des soins appropriés pour les récupérer.
29 des 42 villages de la commune de Zantchebougou bénéficieront directement de ce projet, les autres indirectement, avec en point de mire le jeune enfant qui doit être suffisamment éveillé et en bonne santé pour faire face à son avenir. Santé encore, l'association Parkinson, une association laïque qui accompagne les personnes concernées par la maladie de Parkinson, vient d'organiser des consultations gratuites à Néguéla. L'objectif est d'informer les malades sur tous les aspects des soins, des traitements médicaux. L'association entend soutenir la recherche scientifique et la formation continue par rapport à cette maladie. L'initiative de l'association malienne de la maladie de Parkinson a été vivement saluée par les populations de Néguéla. Voilà des consultations par rapport à la maladie de Parkinson et cela s'est déroulé à Néguéla. Le cercle de Koutiala a également célébré la femme au menu de la fête, danse folklorique, exposition d'œuvres artisanales. Le ministère de l'Artisanat et du Tourisme a offert un lot de matériel aux femmes de la localité. Reportage à Rachel Tessougué. C'est dans le cercle de Koutiala que le ministre de l'Artisanat et du Tourisme a célébré la Journée internationale de la femme. Cette célébration est une reconnaissance du rôle de la femme dans les efforts de développement et de paix de la nation. Les femmes ont un immense rôle à jouer dans le processus de réconciliation. Nous sommes au cœur de la problématique à travers notre présence effective dans les instances de médiation. La Fondation restera attentive à toute initiative pour renforcer l'accès des femmes à l'éducation de base et favoriser les activités génératrices de revenus, leur permettant de subvenir à leurs besoins quotidiens. Le ministère de l'Artisanat et du Tourisme a offert aux femmes de Koutiala et aux déplacés des régions du Nord 4 tonnes de riz, 10 balles de coton, 2 machines à coudre, 15 brouettes, 20 râteaux, 10 charrettes, 70 arrosoirs, des pelles et des balais. Les femmes sont ravies de recevoir ces dons. Elles promettent d'en faire bon usage. Si on trouve les dons là, cela veut dire que le ministre, lui, elle sait qu'on est là. Elle pense à nous. Vraiment, on est très contents. Mme Berthe Aïssata Bengali a félicité les femmes artisanes de Ségou et de la commune rurale de Ngounchila pour le travail remarquable qu'elles accomplissent pour le développement de l'artisanat au Mali. L'usine Wikofac de Fantamadi Keïta emploie plus de 30 femmes pour la production d'huile de coton et de savon. Cela prouve que les femmes de Koutiala contribuent efficacement au développement socio-économique de la ville. Retour à Néguéla, la célébration du 8 mars, on en parle encore, mais cette fois-ci avec les femmes de l'Agence de la promotion de l'emploi des jeunes APEJ qui ont choisi Néguéla dans le cercle de Kati pour commémorer cette fête. Le thème choisi était femmes rurales et travaux à haute intensité de main-d'œuvre IMO. La journée a été marquée par des communications sur la problématique de l'emploi femmes rurales à Néguéla, compte rendu Nouhoum Sissoko. Les festivités du 8 mars ne doivent pas être seulement l'apanage des grandes agglomérations. C'est dans cette optique que les femmes de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ ont initié cette rencontre à Néguéla. La démarche vise à promouvoir l'accessibilité des femmes rurales aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre IMO. Sur cet axe-là, sûrement qu'il y aura des activités IMO dans le sens de la réhabilitation de chemin de fer et aussi pour un certain nombre d'activités. Donc c'est pour ça que nous avions aussi, avec l'accord des autorités locales et de la population, choisi Néguéla pour lancer cette activité. La population et les autorités locales fondent leur espoir sur l'APEJ. Sans femmes, il n'y a pas de développement. Paix et réconciliation sont des éléments clés, à n'en pas douter, dont notre cher Mali a besoin aujourd'hui pour durable. Nous comptons sur Monsieur le ministre pour le développement de l'arrondissement de Néguéla. Le département de l'emploi et de la formation professionnelle œuvre pour l'émergence des femmes. Notre volonté à terme d'aller vraiment vers l'équité genre, en tout cas au sein du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, des mesures vigoureuses vont être prises afin qu'elles soient représentées partout où elles méritent de l'être. Des communications ont été faites sur la problématique de l'emploi des femmes rurales de Néguéla. Les animations folkloriques et une chorégraphie des pionniers ont émerveillé le public.
Pour être tout à fait complet, la Journée internationale de la femme, l'événement a été marqué par plusieurs manifestations sur l'ensemble du territoire national. Ici à Bamako, voyons comment cet anniversaire a été célébré à travers les différentes communes avec Fatoumata Kone. L'Association des femmes du génie militaire a couplé la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme, au 20 janvier, fête de l'armée. La présidente de l'association a magnifié les femmes maliennes pour leur combat de tous les jours. Pour l'occasion, l'association a reçu un important lot de matériel d'assainissement de la part du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Quant à l'Association des femmes musulmanes pour l'entraide et la solidarité, AFS, le 8 mars était l'occasion pour se retrouver autour d'un thème. L'islam et la famille, paix et réconciliation étaient les deux sujets de réflexion abordés par les femmes de l'AFS. Une rencontre qui cadre avec le thème national « Femmes, paix et réconciliation, enjeux et défis ». Après les femmes musulmanes, c'est au tour de celles du collectif de l'Institut universitaire de gestion UG, en collaboration avec Amnesty International, d'organiser une conférence débat. Quels droits et devoirs faut-il conférer aux femmes dans la reconstruction des Mali nouveaux? Débat engagé en présence du comité AIM de l'UG et qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 8 mars. Sketch de sensibilisation des femmes enceintes, l'importance du suivi prénatal, le dépistage volontaire du VIH-Sida étaient entre autres menus de la célébration du 8 mars. Activité organisée par le Centre de santé catholique en collaboration avec les femmes du quartier Nafadji, l'ONG Djigui et Pessi Mali. Aussi, un match de football a opposé les femmes gendarmes aux femmes de la coordination. Le président directeur général de la Sotelma Malitel a offert un cocktail au comité des femmes de la Sotelma Malitel dans le cadre du 8 mars. Occasion pour la présidente du comité de saluer la disponibilité et la bravoure de ses sœurs de la Sotelma Malitel. Le comité a remis un cadeau au président directeur général Mohamed Morchid qui à son tour promet une égalité des chances entre hommes et femmes dans son entreprise. Et enfin, les femmes de l'association Yeredonton de Daoudabougou ont dansé au son du balafon pour célébrer la journée internationale de la femme. Même décor pour celle de l'association Danaya de Golonina. En tout cas, les femmes de ces deux associations estiment que la paix et la réconciliation doivent être manifestées dans la communion. Bonne fête aux femmes et particulièrement aux dames de l'ORTM qui sont restées à nos côtés le 8 mars pour travailler. Sur un tout autre plan, Sikasso vient d'abriter la 3e session du Comité national de pilotage du projet de lutte contre les moutchétchés et les trypanomoses animales. Au-delà des orientations et des évaluations du projet, les administrateurs se sont également penchés sur le projet de budget et les perspectives pour 2014, compte rendu Daouda Diakité. La trypanosomose animale est une endémie grave, se transmettant à l'homme et aux animaux par la piqûre des glossines ou mouttsetse. Près de 2 700 000 bovins et plus de 2 500 000 personnes en milieu rural sont exposées à cette maladie. Pour endiguer les fléaux, le projet de lutte contre les mouttsetse et les trypanosomoses animales a vu le jour en 2006 avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Il s'agit donc pour cette 3e session du Comité national de pilotage de mesurer les chemins parcourus. De fixer les orientations et d'évaluer les activités. Et d'un côté, de l'autre, il faut approuver les programmes et le budget annuel et adopter en tout cas tous les documents que les comités auront quand même à voir en vue des actions de perspective. En dépit des contraintes liées à la faiblesse des moyens logistiques, la mobilisation des fonds, mais surtout au changement de comportement des communautés, des actions notables ont été réalisées. Ils ont pu faire ce qu'ils ont pu avec les moyens limités. Et je crois que les résultats du contrôle de la maladie sur le terrain est une réalité dans certaines zones. Ils ont pu dépister certains cheptels et procéder justement à des traitements.
Les décisions et recommandations issues de cette troisième session devront contribuer à la réduction drastique de la densité des vecteurs, voire l'éradication des glossines ou mouches tsetse en troisième région. Monde rural, toujours en cinquième région, la production céréalière attendue par l'Office RIMOPTI pour la campagne agricole 2014-2015 est estimée à 147 658 tonnes, toutes céréales confondues. Quant au budget de l'exercice 2014, il s'élève à plus de 951 millions de francs CFA. C'est ce qui ressort des travaux de la 24e session du Conseil de la structure. Reportage Yacouba Maïga. La campagne agricole 2013-2014 dans la région de Mopti a été caractérisée par une pluviométrie précoce irrégulière ayant entraîné une baisse de 27% de la production céréalière par rapport à la campagne précédente. Qu'à cela ne tienne, l'excédent brut de consommation de la région sera de 33% pour les riz et 67% pour les céréales sèches. En dépit des difficultés rencontrées, les résultats appréciables ont été obtenus en zone office RIMOPTI. On peut entre autres citer la production céréalière réalisée porte 75 420 tonnes pour une prévision de 71 597, soit un taux de réalisation de 60%. En termes d'objectifs d'emblavure et de production céréalière pour la campagne 2014-2015, l'Office RIMOPTI prévoit 82 305 hectares pour une production attendue de 147 658 tonnes, toutes céréales confondues. Le budget prévu à cet effet est estimé à 951 608 431 francs CFA. Je vous exhorte alors à la formulation des recommandations pertinentes permettant à l'ORM d'être davantage performant. La première porte sur la bonne gestion des engrais subventionnés. Elle détermine l'avenir de la politique de subvention dans notre pays. Pourquoi? Je voudrais inviter le directeur de l'ORM et la profession agricole à veiller à la gestion transparente des intrants subventionnés et à me rendre compte régulièrement. À l'issue des travaux, les administrateurs ont formulé un certain nombre de recommandations relatives, entre autres, au non-paiement et à la gestion transparente des redevances eau et le renouvellement des instances de gestion des organisations de producteurs dont les mandats sont arrivés à terme. Le ministre du Développement rural a saisi l'occasion pour visiter la rizerie de Sévaré, les nouveaux bureaux de la Direction régionale de l'agriculture et de la Chambre régionale d'agriculture de Mopti. Une mission d'information du projet d'appui aux communes urbaines du Mali vient d'effectuer une visite dans la cité des 333 saints. Objectif, informer les acteurs locaux sur le manuel de mise en œuvre du projet, sensibiliser les membres du conseil communal et le personnel de l'administration communale. Avec le PACUM, Tombouctou bénéficiera désormais des appuis pour les grandes villes en vue d'impulser le développement et de promouvoir une bonne gouvernance locale. Reportage Yeya Tandina. Cette mission d'information du projet d'appui aux communes urbaines du Mali, PACUM, à Tombouctou, vise à appuyer le renforcement des performances institutionnelles de la commune urbaine de Tombouctou. Cette stratégie est une initiative du gouvernement de la République du Mali avec comme objectif de renforcer les capacités des élus et agents municipaux dans la gestion de leur territoire. Nous remercions vraiment nos partenaires suisses de nous avoir accompagnés afin que notre ville puisse être membre du projet d'appui aux communes urbaines du Mali. Cela, c'est vraiment important pour nous, une fierté, puisque nous allons sortir désormais des petites villes. Maintenant, nous aurons aux grandes villes qui cherchent à se développer, qui cherchent une performance. Au cours de cette séance d'information, plusieurs thématiques ont été développées, à savoir comment élaborer les comptes administratifs et expliquer aux différents services techniques leurs responsabilités. Le PACUM est une initiative du gouvernement soutenue par la Banque mondiale de la coopération suisse. Il s'agit d'accompagner les collectivités en mettant des ressources à leur disposition pour favoriser la gouvernance locale et la décentralisation. La mission de Tombouctou consiste à informer l'ensemble des acteurs du projet. Désormais, avec le PACUM, la ville de Tombouctou sera citée parmi les grandes villes du Mali. Cet acquis est le fruit d'un partenariat entre la coopération suisse et la commune urbaine de Tombouctou.
Toujours au nord de notre pays, 509 personnes déplacées de retour à Gao, réparties entre 69 ménages, viennent de bénéficier de bétail et de matériel agricole d'une valeur de 22 millions de francs CFA. L'initiative est du village d'enfants SOS Mali à travers le projet d'appui et d'accompagnement des populations déplacées à Mopti, Padmo. En plus de ces donations, les ménages venus viennent de recevoir aussi plusieurs dons. Compte rendu de ce reportage avec Drissa Akone. C'est une joie totale qui se lisait sur le visage des bénéficiaires. Composés de femmes et d'hommes, ces personnes déplacées avaient comme site d'accueil Mopti. C'est à partir de là-bas qu'elles ont été repérées par le village d'enfants SOS Mali à travers son projet d'appui et d'accompagnement des populations déplacées à Mopti, Padmo. Dès lors, le projet n'a cessé d'accompagner les 509 personnes au quotidien. Cette donation concerne des charrettes, des charrues, des ânes pour exercer de l'agriculture, du maraîchage et de l'artisanat. Nous sommes tellement contents avec Padmo. Padmo nous a rangé depuis à Mopti par 3 mois. Nous avons rapatrié à Gao et aujourd'hui, il s'agit de les équiper pour qu'ils puissent se prendre en charge du point de vue de la production. En plus de ces matériels, chacun des 69 ménages recevra un fonds d'appui de 75 000 francs CFA. Toutes ces actions s'inscrivent dans l'accompagnement continu des déplacés par le PADMO. Ce programme de réinsertion socio-économique coûtera 22 millions de francs CFA au projet. Une des luttes que nous faisons au compte de cette cible, c'est leur réinsertion. Après tout ce qu'ils ont connu comme problème, aujourd'hui, s'ils reçoivent du matériel pour la réinsertion, nous en sommes énormément contents et nous remercions encore une fois au nom de l'État le programme qui a pris l'initiative. Le village d'enfants SOS Mali, à travers le projet PADMO, intervient dans la santé, la sécurité alimentaire, l'encadrement socio-économique, le rapatriement et le relèvement des personnes déplacées. Ce projet a eu l'accompagnement du village SOS France, de la coopération autrichienne pour le développement, du Grand-Duché du Luxembourg, l'Islande et du village SOS Espagne. À Paris, les ressortissants des 6 communes de Djombougou, région d'Ekaï, ont fait le bilan de leurs réalisations au pays. Réalisation de forages et création de structures d'assainissement sont entre autres les axes forts des 5 dernières années. Le rapport d'activité de l'association des communes de Djombougou et Serodiomanou a également été présenté aux partenaires et l'association en présence du consul général du Mali à Paris. Le commentaire d'Ibrahim Traoré. En France, les ressortissants des 6 communes de Djombougou dans la région de Caille entendent contribuer activement au développement de leur commune. Regroupés au sein d'une association intercommunale, ils initient depuis 2009 la réalisation de forages et d'ouvrages d'assainissement. Après 5 années d'activité, les résultats sont jugés hautement satisfaisants. C'est un projet qu'on a initié depuis 2009, donner de l'eau potable à Djombougou à travers la construction de 18 forages et 2 puits à grand diamètre. Et aujourd'hui, nous sommes parvenus à faire 14 forages dans les Djombougou, y compris l'assainissement. C'est très important pour nous. Le volet assainissement aussi a été pris en compte et c'est là dans les 6 communes du Djombougou. Les efforts ainsi déployés profitent directement aux communautés locales. Le consul du Mali à Paris a loué et salué le sérieux et la rigueur des responsables de l'association. Mangal Traoré leur a également rassuré du soutien et de l'accompagnement de l'État malien. C'est pour témoigner du soutien et l'accompagnement des autorités diplomatiques et consulaires à cette initiative, à cette rencontre de la CDS et la simple présence des principaux responsables associatifs, en tout cas que je connais depuis mon arrivée ici à Caille, prouve à suffisance le sérieux et la qualité et l'engagement de cette association-là. Après la réalisation des forages et des ouvrages d'assainissement, la CDS entreprend l'électrification rurale à travers l'énergie solaire. Les ressortissants de Djombougou veulent partager leur expérience avec toutes les régions du Mali, notamment celles du nord du pays. Les axes prioritaires pour les 5 années à venir sont la construction d'un centre de formation agricole et la poursuite des actions d'assainissement. Après son congrès du 22 février dernier, les nouveaux membres du bureau exécutif national du syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités étaient face à la presse. Il s'agissait, à travers cette rencontre, d'expliquer aux journalistes les résolutions issues de leur congrès, compte rendu Abdraman Maïga. À travers cette conférence de presse,
Le syndicat national des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités voulait s'entretenir avec la presse sur la visibilité des actions entreprises par ce syndicat qui a vu le jour le 10 novembre 2010, les doléances du syndicat pour les 3 années à venir et les résolutions issues de son congrès ordinaire du 22 février dernier. Quant au point de revendication, il porte sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des professeurs des collectivités, plus précisément l'intégration de tous les professeurs des collectivités à la fonction publique de l'État, le paiement à temps des salaires, la création de la passerelle entre le secondaire et le supérieur, l'implication des professeurs des instituts de formation des maîtres dans la surveillance et la correction des concours d'entrée dans les IFM, la régularisation de la situation administrative des sortants de l'INSIP et l'augmentation des salaires des enseignants sont également d'autres revendications ayant fait objet de discussion au cours de cette conférence de presse. Activité syndicale toujours, les femmes du syndicat national de l'éducation et de la culture SNEC ont procédé au lancement officiel de leur réseau. Ce mouvement entend entreprendre des initiatives permettant à ses membres d'être autonomes à travers l'amélioration de leurs conditions de vie. Pour ce faire, elles ont mis en place un bureau national de 33 membres dirigé par Mme Fatoumata Koulibaly. Nous retrouvons Abdraman Maïga. Ce réseau des femmes du syndicat national de l'éducation et de la culture accentuera ses interventions sur l'amélioration des conditions de vie de ses membres. Pour atteindre cet objectif, un bureau de 33 membres a été mis en place. Il aura pour mission d'entreprendre pour les 5 années à venir des initiatives, parmi lesquelles défendre les intérêts moraux et matériels de ses membres, informer et sensibiliser les femmes sur leurs droits et leurs responsabilités. Le réseau des femmes du SNEC se donne comme mission la formation des femmes sur la syndicalisation, le leadership féminin, le plaidoyer genre et surtout la négociation collective. La mise en place de ce réseau au dire de ses initiatrices permet de répondre avec efficacité aux préoccupations actuelles des femmes, à savoir offrir à la femme malienne un environnement propice à son épanouissement. Pour lui permettre d'accomplir la mission confiée, le réseau bénéficiera du soutien du syndicat de tutelle. Le bureau du SNEC sera à votre côté, de jour comme de nuit, pour le combat des femmes de l'éducation et de la culture, mais aussi les femmes de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Vous pouvez compter sur le bureau du SNEC pour vous rendre la tâche facile, afin que toutes les femmes du SNEC, et au-delà, les femmes travailleuses du Mali, puissent s'inscrire dans votre dynamique pour un combat noble que mènent les femmes dans l'obscurité. Pour la représentante du ministre de l'Éducation nationale, la tâche est certes immense, mais pas insurmontable au regard de l'engagement et la détermination des femmes de ce réseau. C'est pourquoi elle a invité les autres associations à apporter leur soutien à cette nouvelle initiative qui fera la fierté de toutes les femmes du Mali. La fête du 8 mars, on en parle encore, Textile Création a aussi célébré cette fête à travers une présélection qui a mis en compétition plusieurs salons de Bamako en prélude à la finale prévue le 15 mars au Musée national, compte rendu Moussa Tidjani Kanté. L'espace communication mode ECM sous le label Textile Création a marqué la journée internationale de la femme le samedi soir à l'hôtel Radisson Blu par un défilé de mode qui a mis en compétition plusieurs salons de couture, premier du genre qui met en relief comme critère la créativité et l'esthétique. Le Mali n'est pas dans une industrie forte. Le Mali est dans l'agriculture, le Mali est dans l'artisanat. Et c'est ce pan de l'activité économique que nous avons voulu magnifier, promouvoir pour le bonheur de ceux-là qui se sont investis, pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent vivre de cette activité artisanale. Donc cette initiative, c'est pour que nous puissions faire la plus-value de tout ce que nous possédons comme potentiel artisanal dans notre pays. Cette soirée, qui est la phase de la présélection, a vu défiler une dizaine de salons avec des mannequins professionnels. Au terme de la soirée, les membres du jury, présidés par Mme Maïga Tatou, ont retenu 5 salons pour la phase finale. Il s'agit de Saramaya Couture, Baba Couture, Astou Couture, Azara Couture et enfin Betty Couture. Ce défilé de mode révèle un caractère très particulier aux yeux des responsables du secteur. L'innovation de ces défilés ce soir, c'était des jeunes talentueux. On n'a pas vu les anciens, on a vu que des nouveaux talentueux. C'est ça la vraie promotion. Et ça, nous avons beaucoup apprécié.
donner la chance aux jeunes talentueux cachés de s'exprimer. Je me dois d'adresser mes vœux et mes félicitations à Madame la directrice générale de ECM, Madame Cissé Fatimata Kouyaté, qui est une grande dame pleine d'initiatives, pleine de créativité et qui a eu l'idée d'organiser Textile Création. Elle voulait même l'organiser l'année dernière, mais les éléments n'étaient pas au point pour pouvoir le faire. Et je la félicite avec toutes les organisatrices pour la parfaite organisation de cette soirée. Une très belle soirée agrémentée par la prestation de Baye Tunkara, Nafi Diabaté, Fima et Djema dans un cadre très jovial où les femmes sont des reines. La phase finale est prévue le 15 mars au Musée national du Mali. Je vous le disais, en titre, fête du 8 mars oblige, le dossier culture s'intéresse à un instrument de musique exclusivement joué par les femmes. Il s'agit de l'imza, un violon des communautés touareg de l'Algérie, du Mali et du Niger. Les pratiques et savoirs liés à cet instrument viennent d'être inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Cette inscription a célébré vendredi dernier, a été célébrée par le ministère de la Culture et ses partenaires. La femme est à l'honneur dans ce dossier. Quoi de plus normal? Cheikh Oumar Sangaré, compte rendu. Préfère à toute voix, préfère avec moi la voix de l'Emzad, le violon qui sait chanter, et ne sois pas étonné qu'il n'ait qu'une corde. As-tu plus d'un cœur pour aimer? Ces mots sont destinés à cet instrument mythique de l'expression identitaire des Touaregs qui accompagne les histoires romancées, les poèmes d'amour racontés ou chantés au son de la complainte de cet instrument culte qu'est l'Emzad, que seules les femmes ont le droit de faire vibrer. Les pratiques et savoirs liés à l'Emzad des communautés touareg de l'Algérie, du Mali et du Niger ont été récemment inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'était lors de la 8e session du comité intergouvernemental de l'UNESCO tenue à Bakou, en Azerbaïdjan, en décembre dernier. Une victoire de la culture pour le salut de la femme. La célébration de cette inscription se tient aujourd'hui à la veille de la Journée internationale de la femme et ce n'est point un hasard. En effet, l'Imzad, en tant qu'instrument de musique et toutes les expressions culturelles qui lui sont liées, sont l'apanage des femmes des communautés touareg en Algérie, au Mali et au Niger. C'est l'occasion pour nous de saluer cette coopération sahélo-saharienne au moment où cet espace a besoin de plus de cohésion, de paix, d'entente et de dialogue inter- et intracommunautaire. Notre pays tient beaucoup à cet instrument de valeur qui est en voie de disparition. L'Emzad est joué dans le Mali. Les régions du Nord regorgent toutes des joueuses de cet instrument. Il est dansé par les hommes et les femmes, mais il est joué exclusivement par les femmes. C'est un instrument en voie de disparition. C'est parce que l'Emzad est un patrimoine en péril que Tafa Wallet, originaire de Gargando en 6e région, œuvre à promouvoir cet instrument de musique. Elle n'était pas intéressée à jouer le violon à son jeune âge, mais elle avait des bris et que finalement quand elle s'est rendue compte très récemment que c'est en voie de disparition, elle a préféré le faire revivre. Elle en a fait une activité pour garder sa noblesse et ce qu'elle a trouvé ses parents en train de faire. L'Imzad a, au-delà de la musique, plusieurs autres fonctions. Cette œuvre d'art d'une grande beauté a impressionné le représentant de l'UNESCO au Mali, au point où il s'est presque transformé en poète en parlant de l'Emzad. C'est un instrument incroyable, monocorde, qui accompagne des chants mélodiques d'une telle profondeur, des chants poétiques qui célèbrent la femme, comme on l'a vu, qui sont populaires, mais qui, au-delà de la femme,
glorifie la grandeur du passé de ces régions. Mais pas seulement la grandeur, mais la sagesse des leçons que nous pouvons tirer du passé. Il y a aussi au-delà, et nous l'avons découvert dans le dossier qui a été soumis, une fonction thérapeutique dans ces pratiques qui permet d'atténuer les souffrances. La violoniste Touareg profite de cette fête des femmes pour appeler à la paix. Elle dit que son appel ne peut être que de demander aux combattants de déposer les armes. Parce qu'elle a dit l'adage que vous connaissez, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Donc les femmes ne prennent pas les armes. Mais aujourd'hui, elles ne peuvent que conseiller de déposer les armes. Elles souhaitent une accalmie pour une longue durée, pour qu'au moins les enfants qu'elles ont mis puissent aller à la. L'Imzad est fait à base de calibas et de peau de chèvre. Sa musique est essentielle dans la consolidation des valeurs spirituelles et culturelles des Touaregs. Depuis des siècles, l'Imzad est le témoin du savoir-faire des femmes dans sa pratique et dans sa transmission. De femmes. Voyons à présent autre talent avec les sportifs sport football. Examen de passage réussi pour le Djoliba AC cet après-midi au compte des 16e de finale retour de la Coupe de Confédération. Le Djoliba a battu le Don Bosco de la RD Congo par 1-0. Compte rendu Abdul Karim Kaba. Le Djoliba passe pour le 8e de finale de la Coupe de la Confédération suite à sa victoire 1-0 face au CS Don Bosco de la RD Congo. Dans le match, les Congolais sont les premiers à prendre les initiatives. 19 minutes, les dieux du stade sauvent le Djoliba. Quelques minutes après, le réveil de la marée rouge sera fatal pour Don Bosco. Sur un gros travail de Hamidou Sinayogo, Amara Malé règle le compte à la 40e minute. Ismaël Kamara qui va coulisser pour Amara Malé. Amara Malé pour Hamidou Sinayogo. Le centre de Hamidou Sinayogo. Le but. But de Amara Malé. La pause intervient sur ce score d'1-0 pour le Djoliba AC. En seconde période, le jeu ne change pas de physionomie. Les Rouges se créent des occasions sans pouvoir scorer. Quant aux Congolais, ils commencent à sentir la fatigue. C'est pourquoi leurs offensives sont infructueuses. Dans les heures de jeu, Cheikh Oumar Batili sort le grand jeu pour éviter l'égalisation. L'arbitre siffle la fin de la rencontre sur ce résultat d'1-0 pour le Djoliba AC. Djoliba mérité, il a pris sa qualification. Je crois, gloire à Dieu, c'est comme ça le foot. On n'a pas suivi les consignes données par l'entraîneur. Bon, je crois qu'avec l'État, ça va arriver. Voir que Don Bosco est une équipe qui vient de monter, je crois que ça ira dans l'avenir. Je pense qu'on a juste appliqué les consignes données par le coach. Depuis le match aller, il nous a dit qu'arrivé ici, lui, il sait qu'il peut remporter la victoire. On a bien préparé ce match, je pense que c'est ce qui a fait qu'on a eu satisfaction ce soir. Le Djoliba AC se qualifie ainsi pour le 8e de finale de la Coupe de la Confédération, grâce à sa victoire 1-0 et aussi au but marqué à l'extérieur il y a une semaine, puisqu'à l'aller, Don Bosco avait gagné 2-1. Le stade malien de Bamako est éliminé de la Ligue des Champions après sa défaite au Soudan 2-0 face à Al-Hilal. À suivre après ce journal et magazine sur la visite du roi du Maroc au Mali, c'était du 18 au 23 février dernier. Et puis juste après ce magazine, vous pourrez suivre l'émission Questions d'actualité qui porte ce soir sur le processus des négociations engagées par l'accord de Ouagadougou. Les invités de cette émission sont M. Gaussou Drabo, chroniqueur politique au quotidien national L'Essor, M. Badian Agahamatou, député à l'Assemblée nationale élu à Ménaka, M. Chaïdou Traoré, directeur de publication du journal,
et le professeur Abdoulaye Diarra, recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Question d'actualité, donc c'est juste après ce magazine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez demain pour les éditions de 10h, 13h, Amara Malé Diallo, et pour les éditions de 20h et 18h, retrouvez Nyanya Aliou Traoré. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.